Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 114. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous commencez une belle semaine si vous écoutez cet épisode en début de semaine et que la santé va bien, le moral va bien, bref. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, mais je comprends aussi que des fois, il faut accepter qu'on est dans un moment plus slow, qu'on est dans un moment où c'est pas top shape, puis ça aussi c'est correct, ça fait partie de la vie. Je pense qu'on oublie souvent que la vie c'est 50% le fun, 50% moins le fun. Et ça c'est la même chose pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, sujet à la limite entre le marketing, le féminisme, les réflexions aussi sur l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de super important qui est comment est-ce qu'on positionne, puis pas comment est-ce qu'on positionne, mais comment est-ce qu'on réfléchit à notre contenu gratuit et à ce qu'on donne de notre plein gré dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte d'affaires, dans un contexte business, à notre audience, à notre public. Parce que, bon, si vous me suivez, si vous connaissez un peu toute la philosophie marketing, dans le fond, que je supporte, moi, je suis une grande défenseur depuis des années et des années de tout ce qui est notoriété organique. Et le contenu fait grandement partie de cette stratégie-là parce que, et ce fut mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens que j'accompagne dans cette démarche-là, grâce au contenu et grâce aux outils qu'on a à notre disposition, comme les réseaux sociaux, comme le web et les réseaux de toutes sortes, c'est des réseaux autant... Un réseau, pour moi, c'est très relationnel. Donc, peu importe que la relation soit faite d'un point de vue virtuel ou physique, pour moi, c'est le même concept. Mais grâce à tous ces outils-là, on a des opportunités encore plus faciles d'accès et grandes pour chacun de se faire entendre, de se faire voir et d'augmenter, dans le fond, cette notoriété-là. Le contenu est un outil dans la fameuse stratégie qu'on appelle le marketing inbound versus outbound. Le marketing inbound, c'est que grâce à nos actifs de marque, comme notre contenu, notre podcast, notre infolettre, le blog sur notre site web, notre SEO, on attire à nous une audience qui est qualifiée de par la nature de notre contenu, de par le ciblage de notre contenu. Donc, plus on est capable de créer une stratégie qui se tient par rapport à notre positionnement de marque, par rapport à ce qu'on veut générer comme conversation, mais aussi notre expertise, plus techniquement, on est capable de faire des affaires d'une façon qui est naturelle, d'une façon qui n'implique pas de mettre de la publicité, qui n'implique pas d'aller cogner à des portes nécessairement, faire du porte-à-porte ou de se fier uniquement aux bouche à oreille parce qu'on a le contrôle sur le message qu'on envoie. Bon, ça, c'est la théorie basique, at large, de ce que c'est du marketing organique, ce que c'est du marketing inbound. Et dans ma façon de voir le monde, ma façon aussi de travailler, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait croître mon entreprise organiquement grâce au contenu organique. Maintenant, c'est important de comprendre aussi que dans cette stratégie-là, le contenu qu'on appelle contenu gratuit c'est une pierre angulaire de cette stratégie. Parce qu'on s'entend, si tout le monde utilise l'organique d'une façon ou d'une autre dans son marketing,
il y a beaucoup de volume, hein, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'articles de blog, beaucoup d'épisodes de podcast qui sont publiés chaque jour. Et tout ça, c'est du contenu que pour nous, les consommateurs, utilisateurs, on n'a pas à débourser d'argent en soi. On n'a pas à sortir notre carte de crédit pour aller lire un article sur le blog de quelqu'un. On n'a pas à sortir notre carte de crédit. Tu sais, vous n'avez pas eu à sortir votre carte de crédit pour écouter ce podcast. Hein? C'est dans le domaine public, c'est des choses auxquelles on peut avoir accès quand même assez facilement. Et naturellement, ben ça fait que vous connaissez davantage ma philosophie, vous connaissez davantage qui je suis, vous connaissez davantage mon expertise et éventuellement, ben vous allez peut-être devenir des clients, vous allez peut-être vous rejoindre Money Brand, peut-être que vous allez rejoindre un de mes programmes parce qu'on va avoir créé cette relation-là à travers ce contenu-là. Donc, le contenu gratuit, naturellement, a une place de choix dans tout ça parce que c'est un peu comme si je venais m'asseoir sur la place du marché et je disais, ben tous les dimanches à 11h, je vais être ici, puis je vais jaser avec vous, puis on va passer du temps ensemble, puis on va réfléchir à des choses. Bref, vous comprenez l'idée. Là, la raison pourquoi je voulais qu'on parle de ça, c'était pas pour en parler d'une façon purement marketing puis des stratégies de, bon, ben quand est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça devrait être gratuit? Est-ce que ça devrait pas être gratuit? Combien genre de contenu gratuit on devrait avoir dans notre entreprise? Parce que, encore une fois, si vous me suivez, vous savez qu'il n'y a pas de recette magique et que ça, c'est des choses qui sont extrêmement personnelles, extrêmement circonstancielles à votre entreprise, aux ressources que vous avez et aussi à votre stratégie d'offres. Parce que, bon, là, on va en parler un petit peu. La croyance, ou du moins, genre, le précepte de base d'une stratégie de contenu, donc, c'est cette fameuse réflexion, hein? Tu donnes plus que tu ne reçois, tu crées de la valeur pour les autres et les autres vont venir, tu fais, dans le fond, plus tu es généreuse, plus tu vas être capable de récolter les fruits de cette générosité-là. Hein, toutes des belles pensées qu'on peut entendre autour de ce type de stratégie-là qui n'est pas... qui veut un peu se positionner à l'encontre de le marketing outbound ou les stratégies de contenu payantes qui sont plus genre la publicité ou encore une fois du porte-à-porte ou le télémarketing ou des choses comme ça. Naturellement, il y a des grands points positifs à ce genre de stratégie de contenu-là, dont la visibilité, la notoriété, augmenter son influence sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, même si on dépense beaucoup en temps et en énergie. Et il y a des points négatifs. Puis c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Puis comment ne pas tomber dans les pièges du inbound. Comment ne pas tomber dans les pièges du contenu gratuit qui, c'est un peu comme moralement positionné comme meilleur, on dirait. Peut-être pas ouvertement, mais du moins dans les esprits, il y a une espèce de... Je l'entends et je le lis souvent dans des publications. Hein? Ah, moi, j'ai bâti ma business 100% organique, nanani, nana. Puis, à quelque part, tu sais, c'est super important de savoir qu'il n'y a pas moralement une meilleure façon de faire. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus... avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Puis moi, dans mon cas, ben, ça a donné que le contenu organique, pour moi, c'était puis je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes devraient commencer avec ça. C'est beaucoup plus facile d'accès et on a des outils qui sont multiples jusqu'à ce qu'on puisse ensuite investir dans du outbound. Mais c'est pas la stratégie pour tout le monde encore. Bon. Donc, quels sont les points négatifs d'une stratégie inbound, stratégie de contenu qui implique de créer beaucoup de contenu gratuit? Bien, naturellement, il y a le risque d'épuisement. Et ça, ben, non seulement je le vois chez mes clientes, mais je le vois aussi parfois dans ma propre entreprise où est-ce que c'est comme, OK, là, on est à la limite de ce qu'on peut ajouter comme charge sur mon temps et sur mon énergie. Donc, risque d'épuisement. Deuxième point négatif ou danger, ça serait
de développer du ressentiment envers son public, et ça, je l'entends souvent, puis à vous de voir aussi si parfois vous tombez dans dans cette phase-là. Ressentiment de son public dans le sens que j'en reviens pas que je crée tout ce contenu-là pour eux et ils n'achètent pas et je n'arrive pas à faire décoller ma business. Et tu sais, toutes ces pensées qui viennent avec « je donne tellement, quand est-ce que je vais commencer à recevoir? » Et finalement, troisième danger, c'est d'évaluer son expertise. Et ça, encore une fois, puis je vous dis ces trois dangers-là parce que c'est des choses que je vois souvent. Hein. Souvent, les gens vont rentrer dans mes programmes puis dire « j'ai fait ça, 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 j'ai bâti ça, 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 ça. » Et puis là, en ce moment, je suis, soit épuisée, j'ai du ressentiment envers mon public, 3, mon expertise est d'évaluer. Donc, les gens n'arrivent pas à voir la valeur de ce que j'ai à offrir, surtout quand je présente des offres. Et souvent, quand on regarde la stratégie de contenu autour de ça, c'est pas rare qu'on voit que c'est parce que tu donnes tellement de contenu gratuit que les gens ne savent pas quand c'est le moment de passer au prochain step. Hein? Et pourquoi est-ce qu'ils passeraient au prochain step? Parce que la distinction entre le contenu payant et le contenu gratuit est encore très floue. Donc, risque d'épuisement, ressentiment, d'évaluation, 3 choses négatives qui peuvent venir avec le contenu gratuit. Et ce que j'ai eu vraiment envie de discuter aujourd'hui, c'est que bien souvent, les personnes qui vont faire du marketing organique, du marketing de contenu, sont des femmes. Et dans cette dynamique-là, on pourrait sentir une certaine obligation, et là j'ai mis « obligation » entre guillemets, de créer ce contenu gratuit. Et là, je trouvais ça intéressant de juste s'arrêter un moment pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut en être arrivé à peut-être avoir ce genre de préférence-là pour ce genre de marketing-là selon comment on a été socialisé. Et quoi faire pour pas retomber dans un piège qui serait détrimentiel, même si, encore une fois, de l'extérieur, on se sent probablement plus à l'aise à être dans cette posture de générosité, alors que nos besoins, notre safe space, notre vitalité, même nos finances ne sont pas là où on peut commencer à profiter de tout ça. Donc, en tant que femme, puis ça a été recherché à de nombreuses reprises, notamment en lien avec le leadership, notamment en lien avec la différence salariale entre les hommes et les femmes. Là, en anglais, j'ai le pay gap. J'essaie de me rappeler du terme français. Mais bon, vous comprenez, hein, l'inégalité des revenus, en tout cas. C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux test de personnalité, le Big Five, hein, c'est un test qui a été validé dans diverses culture organisationnelle. C'est un test basé aussi sur des postures psychologiques qui aurait énuméré 5 traits universels. Donc, le Big Five, qu'on appelle aussi océan, parce que c'est un procédé mnémotechnique pour s'en rappeler, il y a ces 5 traits universels qui sont l'ouverture, donc l'originalité et l'ouverture d'esprit, la consciencieuseté, hein, l'autodiscipline, l'ordre, la productivité, etc., l'extraversion, énergie, enthousiasme, autoritarisme, ambition, sociabilité, l'agréabilité, altruisme, affection, modestie, bienveillance, générosité, et le névrotisme, anxiété, impulsivité, nervosité. Encore une fois, c'est 5 traits qui sont neutres en soi et sur lesquels on score sur un spectre pour chacun de ces traits-là. Ce qui a été trouvé dans les études, naturellement, qui ont été faites au niveau organisationnel, au niveau du leadership dans les organisations, puis tout ça, c'est que les femmes ont une tendance à être beaucoup plus élevées que les hommes sur le trait de l'agréabilité.
Puis là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas pour rentrer spécifiquement sur qu'est-ce qui détermine l'agréabilité et tout ça, c'est juste pour notre réflexion d'aujourd'hui de, bon, encore une fois, agréabilité / altruisme, affection, générosité, etc. Donc, les femmes scorent beaucoup plus haut sur ce spectre-là, en général. Et puis, il n'y a pas encore eu d'études qui ont corroboré pourquoi, même si l'hypothèse principale, puis on peut comprendre pourquoi ce le serait, c'est à cause de la socialisation, à cause de nos conditionnements, que dans la société dans laquelle on a évolué, la femme doit démontrer, a été éduquée, a été formée à démontrer ces traits-là en majorité. Sans quoi, ben, on se fait juger comme étant selfish, comme étant égoïste, comme étant bitch, comme étant centré sur soi ou des choses comme ça, alors qu'un homme qui aurait le même trait ou le même niveau à ce niveau-là de caractère aurait pas nécessairement le même type de réaction. Les études aussi ont démontré que la différence entre les gens qui scorent haut en agréabilité, qui sont souvent étiquetés comme avec beaucoup de compassion, polis, gentils, on pourrait croire comme ça que ça serait avantageux pour leur succès, mais au contraire, il y a une énorme pénalité au niveau des salaires et des revenus quand plus haut on score sur ce trait-là. Surtout si on est une femme. Puis là, on peut tout de suite aller à l'autre conclusion qui est parce que, justement, le leadership lui-même ou la notion qu'on a de ce que c'est une femme leader ou un leader, c'est pas en accord avec ces caractéristiques-là. Bon, ça, c'était un grand détour pour se rappeler que les femmes sont socialisées à être plus généreuses, montrer plus de compassion, être plus empathique, etc., dans une société dans laquelle ça, c'est extrêmement valorisé pour elles, mais pas extrêmement valorisé comme société at large. Ce qui fait que j'ai remarqué, encore une fois, à travers le travail que je fais avec mes clientes et le travail que j'ai fait moi-même aussi en travaillant justement avec le marketing inbound, le marketing de contenu, dans lequel il y a cette espèce de injonction de générosité que parfois c'est difficile de savoir mettre, mais elle est où la limite entre trop donner et apprendre à recevoir. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre avec le contenu gratuit, c'est que même si on l'appelle contenu gratuit, comme je l'ai expliqué en début d'épisode, l'affaire, c'est qu'il n'est pas réellement gratuit. Parce qu'aujourd'hui, une des grandes ressources et richesses sur lesquelles la plupart des entreprises essayent de capitaliser, surtout dans l'économie du web, l'économie virtuelle dans laquelle on est, c'est l'attention. Et ça, ben, c'est pas juste l'économie du web, hein, parce que dès le début de la publicité, l'attention a toujours été la valeur la plus chère payée. L'attention de l'audience, l'attention du public, les yeux, hein, les eyeballs, les pupilles qui sont posées sur un message. Parce que cette attention-là, éventuellement, est quantifiable en termes de taux de conversion. Ils vont devenir des clients payants éventuellement. Plus on a de volume, plus cette conversion techniquement va être élevée, etc. Donc, le contenu gratuit n'est pas réellement gratuit. Il se paie par l'attention. Fait que je voulais juste mettre cette nuance-là parce qu'il faut vraiment bien comprendre dans quel type d'économie le contenu gratuit se positionne pour être capable de ne pas tomber dans le piège de cette fameuse injonction de générosité où on comprend la production ou la création de contenu comme étant un acte d'empathie ou de don de soi ou quelque chose qui est moralement meilleur que quelque chose d'autre.
Donc, le contenu gratuit n'est pas réellement gratuit, il se paie par l'attention et il vit dans un écosystème. Puis là, je veux que vous imaginiez, soit vous pouvez imaginer ça comme une planète Terre, un écosystème vivant, ou même juste un spectre, hein, comme le spectre de lumière ou les spectres des couleurs, qui vit dans un écosystème qui va de gratuit à payant. Et même dans cet écosystème, il y a plusieurs types de gradations. Hein. Pour certains, il y a plusieurs points de prix. Par exemple, bon, il y a des contenus gratuits, il y a des contenus à petit prix, il y a des contenus intermédiaires et il y a des offres high ticket ou des offres à prix élevé qui sont accompagnées de beaucoup de services clientèle, beaucoup genre d'attention de la part... Bon, il y a une gradation au niveau d'un écosystème d'offres. Donc, le contenu gratuit, autant une entreprise évolue dans cet écosystème ou crée cet écosystème d'offres pour elle-même, autant le contenu gratuit vient supporter cet écosystème-là en étant, bien souvent, le point d'entrée. Ceci dit, je vais juste prendre une petite gorgée. On n'est pas ici dans le concours de Mère Teresa. On comprend parce que quand on est capable d'avoir plusieurs types de produits, par exemple, moi, j'ai un écosystème quand même assez développé parce que ça fait plusieurs années, ça fait presque 6 ans que je fais ça. J'ai un blog, j'ai des réseaux sociaux, hein, je suis sur Pinterest, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, j'ai ce podcast qui représente du contenu gratuit. Parfois, j'ai une série de masterclass, j'ai des produits gratuits sur mon site, comme par exemple, j'ai la map mythique de l'entrepreneur, qui est une map où on peut naviguer le territoire de l'entrepreneur. J'ai des challenges, j'ai des choses comme ça qui rentrent dans mon écosystème comme des expériences d'entrée. J'ai mon infolettre, hein, où les gens peuvent évoluer dans cet univers-là, dans mon univers. Ensuite, j'ai des contenus qui sont à faible prix, comme parfois je vais sortir des masterclass, puis encore une fois, à faible prix, ça peut aller de... Récemment, j'avais fait de Ta business un safe space qui avait été vendu à 22 $, ou des programmes que moi, je considère, dans mon écosystème à moi, des offres plutôt intermédiaires, comme par exemple, Trouve ton flow de créateur qu'on est en train de faire avec Julie, qui est plus autour de 700 $. Donc, on a un range ici. Et ensuite, on a des accompagnements comme Money Brand, on a des accompagnements privés avec moi, on a les journées VIP avec moi. Il y a le Mastermind qui, là, sont dans les plusieurs milliers de dollars jusqu'à dizaines de milliers de dollars. Okay? Donc, on a une grande gradation de contenu et de façon de travailler avec moi qui fait qu'il y a plusieurs options ou portes d'entrée pour évoluer dans mon écosystème. Mais c'est pas le concours ici de Mère Teresa de savoir, est-ce que je suis capable d'avoir simplement du contenu gratuit, puis éventuellement, peut-être un jour, vendre quelque chose, peut-être à un petit prix parce que les gens ne sont pas habitués à payer, etc., etc. C'est pas le concours de savoir qui donne le plus de contenu gratuit ici, parce que la réalité est que plus on a des moyens, plus on peut se permettre d'augmenter le range de notre contenu gratuit. Quand j'avais simplement un blog, quand je venais de lancer Aime ta marque, by the way, que j'ai lancé en étant temps plein dans un emploi. Il faut se rappeler de ça, parce que j'avais des revenus qui rentraient. Ces revenus-là venaient de mon emploi. À ce moment-là, j'ai bâti une bibliothèque de contenu gratuit, incluant des entrevues, incluant un groupe Facebook, etc., etc., parce que j'étais pas en danger financier. Mais si je venais juste de lancer, j'avais absolument rien à mon compte ou des choses comme ça, puis que je me disais, il va falloir que je passe 50 heures de ma semaine à créer du contenu gratuit, je sais pas d'où va rentrer l'argent, il va falloir que je fasse un choix entre qu'est-ce que je peux faire ou là où ça a le plus d'impact pour moi de créer cet écosystème-là ou de créer des opportunités, de donner cette expertise
plus de visibilité versus qu'est-ce qui a besoin d'être là pour me supporter et supporter mon entreprise. Et là, tu sais, j'entends souvent aussi des entrepreneurs qui ont énormément de followers, qui ont bâti des listes de courriels de 10 000 personnes ou des choses comme ça, dire comme créer des expériences absolument magnifiques pour $0. Mais il faut comprendre que ces expériences à $0, on ne peut pas s'attendre, comme un entrepreneur qui vient de commencer ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes types de moyens, de recréer ce genre de choses-là et d'avoir le même impact avec ça. Tu sais, il faut juste être réaliste puis savoir aussi qu'est-ce qu'on est capable de donner par rapport aux ressources qu'on a déjà. Fait que plus on a de moyens, plus on peut se permettre d'augmenter notre contenu gratuit, de donner davantage, tu sais, puis c'est encore toujours le même cliché, hein, on ne met pas le masque à oxygène sur les autres avant de le mettre sur nous-mêmes. Ben ici, le masque à oxygène, c'est de l'argent. Puis si on n'a pas d'argent pour se supporter, commencer à donner ce dont on n'a pas, notre énergie, notre attention, notre expertise, c'est pas toujours la solution. Au contraire, c'est souvent la source d'épuisement, de ressentiment et de dévaluation de son expertise. À faire extrêmement attention. Il faut donc aussi être très conscient des fameux gourous de la bienveillance. Puis j'aime les appeler les gourous de la bienveillance parce que, encore une fois, de nos jours, il y a ces conversations autour de comment on devrait être et agir en tant que créateur de contenu ou peu importe, et qu'on devrait avoir le cœur généreux et qu'on devrait être X, Y, Z, et donner sans rien recevoir et répondre à tous nos commentaires et répondre à tous les messages qu'on reçoit et prendre en charge et prendre en compte tous les égos blessés, etc., etc. Mais ces gourous de la bienveillance, je tiens à mentionner que, à mes yeux, c'est un pendant de la misogynie internalisée qu'on a tous, avec laquelle on vit tous, et qui implique qu'on s'attend à ce que des femmes ou des personnes qui sont en moins de moyens ou qui sont très réactifs à ce type de critiques-là, hein, t'es pas assez généreux, t'es donc bien pas bienveillant, t'es donc bien pas empathique, pour les amener par la honte à donner plus ce qu'elles ne sont capables de donner. Puis ça, je trouve que c'est un jeu extrêmement dangereux et un lieu dans lequel nous, femmes ou personnes en situation d'oppression, devons être extrêmement conscients de quelles dynamiques sont en train de se déployer devant nous. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu, et là, je vais vous donner quelques trucs maintenant, ou du moins quelques réflexions, mais c'est extrêmement important de bien comprendre comment le contenu gratuit est intégré dans notre grand écosystème d'offres, de savoir qu'est-ce qu'on est en mesure de donner sans ressentiment et qu'est-ce qu'on est en mesure de donner par rapport aux ressources qui nous sont disponibles, et donc d'être en mesure de créer des limites extrêmement fermes autour de notre énergie, notre attention et notre expertise. Et c'est cette position des limites, hein, ce positionnement de limites autour de ce qu'on est capable de donner, qui va permettre qu'on va pouvoir avoir un écosystème de contenu organique qui va être sain, qui va être durable et qui va éventuellement travailler pour nous. Parce que ça ne sert à rien de se brûler à travers la production ou la création de contenu à outrance quand on est en train de développer des mauvaises habitudes au niveau de notre propre écosystème de marque. Donc, là, j'ai écrit trucs pour juger si un contenu devrait être gratuit ou non, mais peut-être c'est plus des trucs pour créer du contenu gratuit sans rentrer dans un paradigme misogyne ou du moins détrimentiel pour soi-même. Première chose, ne jamais oublier sa position d'expert. Que vous créez du contenu gratuit, que vous fassiez 50 000 $ par an, 100 000, 500 000 ou 1 million, si vous êtes en position d'expertise et que vous êtes en train de communiquer cette expertise-là, sachez que vous êtes en train de donner de la valeur et que cette valeur doit se faire payer
par du temps, par de l'argent, par de l'attention et respecté. Puis ici, ça va être vraiment important que vous sachiez quand quelqu'un est en train, en anglais on dit entitled, hein, qui se sent que vous lui devez la Terre et la Lune, alors que vous êtes déjà en train de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, ne jamais oublier sa position d'expert et le rappeler le cas échéant. Et moi, ça m'arrive souvent. Puis moi, je suis une personne qui n'est pas du tout gênée de faire ça, même si on me trouve bitch ou whatever, genre je m'en fous. Mais quand les gens commencent à se plaindre parce qu'ils ont payé 0$ ou 22$ ou peu importe, de quoi que ce soit dans mon fonctionnement ou des choses de même, à moins que ce soit comme une critique constructive que je vais pouvoir intégrer pour la suite, mais souvent ce l'est pas, c'est juste des gens qui se sentent que parce qu'ils ont sorti, je sais pas, justement 20$ de leur poche, qu'ils peuvent s'attendre à ce que je les traite comme si ils venaient de dîner au Ritz. Ben, je leur rappelle, by the way, j'ai extrêmement beaucoup de contenu gratuit que je donne constamment sous différentes formes. Ce contenu que tu as consommé, qu'il soit gratuit ou non, tu sais, voici les barèmes à travers lesquels on avait une relation contractuelle, contractuelle mais implicite, hein? Voici comment tu allais consommer ce contenu-là. Voici les limites de mon contenu. Mais rappelle-toi que tout ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant, c'est du contenu d'expert. Parce que je suis une experte qui sait absolument ce qu'elle dit, qui a amené énormément de valeur dans XYZ, que ce soit un épisode de podcast, un challenge de 5 jours ou peu importe. Alors, voici là où moi je trace la limite de ce que je suis capable de donner versus ce que toi tu m'as donné en échange. OK? Numéro 2. Penser ou repenser à son écosystème. Hein? On a parlé beaucoup de l'écosystème et comment il doit être, il doit se tenir autant au niveau payant et gratuit. Hein? Puis c'est pas deux choses distinctes. C'est des choses qui fonctionnent ensemble, main dans la main. Donc, repenser son écosystème. Est-ce qu'on est dans une relation implicite où notre communauté donne autant qu'elle reçoit? Que ce soit son attention, que ce soit de l'argent, que ce soit du respect, hein? Chaque personne dans votre communauté vous doit au moins ça, et c'est le respect. Donc, repensez son écosystème, puis si vous voyez qu'il y a des gaps, dans le sens que vous sentez qu'il y a un déséquilibre entre le contenu gratuit et le contenu payant, bien là, de commencer à mettre en place des choses pour remplir ces trous, pour remplir ces fossés, parce que vous n'êtes pas dans un écosystème équilibré. 3. Mettre des limites fermes. Je sais que c'est difficile, c'est des choses dont, tu sais, que on apprend constamment à le faire, puis comment le faire de façon... Au début, c'est pas super gracieux comment on met nos limites, puis éventuellement, on commence à les accepter davantage et accepter davantage ce qu'on est encore une fois capable de donner versus recevoir. Et mettre des limites, c'est important parce que, encore une fois, c'est de dire, bon, ben, tu sais, voici ce que moi, je suis prête à faire par rapport au podcast. Est-ce que je suis prête à répondre à tous les commentaires ou créer genre des groupes qui vont commencer à réfléchir sur ça? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à moi de savoir où je mets mes limites. Même chose avec genre certains expériences que je donne à petit prix, genre un challenge de 5 jours ou une infolettre ou même... L'autre fois, bon, c'est ça, genre, j'ai fait un produit, mais à petit prix, à 22, à 45$ ou des choses comme ça. C'est de savoir, bon, ben, est-ce que je suis willing ou est-ce que je suis à l'aise avec les limites qui sont établies autour de ce produit-là? Comme par exemple, bon, des échéances pour regarder les enregistrements ou des choses comme ça, parce que tout le contenu que vous créez, c'est votre propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle-là, j'ai cogné mon ordi en disant ça, elle a une valeur, elle a un prix. Si vous décidez que ce prix-là, vous l'offrez gratuitement à quelqu'un, ça me mène à mon numéro 4 ici, ça veut dire que vous lui faites un cadeau. Vous lui faites un cadeau et vous n'êtes pas en obligation de le faire, ce cadeau. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Votre contenu, même cet épisode de podcast, techniquement, a une valeur. Je pourrais dire, ben,
ça a duré 30 minutes ou ça a duré 1 heure. 1 heure de mon temps, ça vaut X, tu sais. Je sais pas. Ça pourrait être aussi simple que ça. Et je décide volontairement de le donner à mon audience. C'est le cadeau que je leur offre constamment à travers ma réflexion, mon expertise, etc. parce que je les aime, je les respecte, je les veux autour de moi, etc. Mais ce n'est jamais une obligation que j'ai envers ma communauté. Et ça va vraiment vous aider à switcher la relation de pouvoir entre, je pense, votre audience et vous. Parce que, tu sais, oui, l'audience, elle a cette richesse de l'attention, elle est capable, genre, de vous amener plus loin, puis tout ça. Mais aussi, d'un autre côté, vous, comme créateur, vous, comme expert, vous avez cette connaissance dont elles ont besoin. Vous avez cette vision dont elles ont besoin. Et vous avez les plateformes où partager ces connaissances-là. Fait que ne jamais oublier, vous avez une propriété intellectuelle, votre audience a de l'attention, on veut les deux. Chaque personne est dans une relation d'échange. Et finalement, 5e point, make the ask. Je l'ai écrit en anglais parce que j'aime comment ça se dit. Make the ask, ou en français, en traduction, faites la demande. Faites votre demande. Si vous mettez un contenu gratuit, tu dis « OK, c'est fine, je le donne comme cadeau », mais il ne faut pas non plus avoir peur de dire « Ben, by the way, si tu veux travailler avec moi, by the way, j'ai toutes ces autres choses-là. » C'est pas conditionnel. Je te donne pas le truc gratuit en cadeau pour que tu embarques dans mes autres affaires. Mais sache que, tu sais, j'ai pas peur de le dire parce que je ne pourrais pas donner ce contenu gratuit si j'avais pas mes autres offres payantes. Tu ne pourrais pas bénéficier de mon expertise s'il n'y avait pas d'autres gens qui payaient pour mon expertise. Puis ça, encore une fois, c'est un reframe extrêmement important parce que on doit d'abord et avant tout prendre soin de son propre écosystème, prendre soin de ses safe spaces, prendre soin de son bien-être pour être capable de donner le meilleur de nous-mêmes. Et plus quelqu'un est capable d'avoir cette base-là, plus elle sera en mesure de créer du contenu gratuit de haute qualité, qui va changer des vies, hein, en soi, hein, que les gens vont pouvoir vraiment recevoir comme ce cadeau que c'est de l'expertise de quelqu'un qu'elle décide de rendre public. All right. C'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, moi, je suis toujours curieuse de savoir comment vous réagissez à ces réflexions-là. Si ça initie ne serait-ce qu'une étincelle ou ne serait-ce qu'un moment de dire comme « Ah, c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça ». Une autre façon de payer vos créateurs que vous aimez, c'est de partager leur contenu. C'est de l'exposer à votre réseau. Donc, c'est mon ask, I make the ask, je vous le demande. S'il y a quelque chose dans les contenus que je vous partage que vous sentez qui vous aide, si vous êtes ici de façon récurrente et que vous m'écoutez aussi de façon récurrente, eh bien, je suis extrêmement reconnaissante par votre attention et je serais extrêmement reconnaissante si vous me fassiez le cadeau de partager ceci avec quelqu'un, de me donner un rating sur mon podcast ou peu importe de ce que vous sentez en mesure de donner en échange de cette expertise que je partage avec vous. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une merveilleuse journée et hâte d'avoir vos réflexions sur votre écosystème gratuit payant et comment vous ressentez cette injonction de générosité dans votre vie, dans votre contenu, dans votre entreprise. À bientôt tout le monde! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui
dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.